Chers téléspectateurs de la télévision H-Live, bonsoir. Mon nom est Édouard Franklin Jedems. Personne n'est censé ignorer qu'Haïti traverse depuis plus de 25 ans des situations complexes et catastrophiques. Déjà 6 ans, le pays avait été frappé de plein fouet par un séisme de magnitude 7. Un pays qui était initialement à l'agonie, malgré tout, la nature ne nous a pas fait de cadeau. Plus de 200 000 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées et sans abri. Malgré les efforts du président Joseph Michel Martelly, qui avait succédé le président René Préval, selon les constats, les résultats n'étaient pas forts au cours de son quinquennat. La réalisation d'élections honnêtes, fiables, au respect de la loi, devient un défi pour Haïti et qui est très observé par la communauté internationale. C'est dans ce contexte électoral, un climat très mouvementé par les campagnes présidentielles et sénatoriales, que le cyclone Matthew allait arriver pour rajouter une autre couche de sinistrés au milieu de la population haïtienne. Deux situations antagonistes et qui arrivent de pair. L'organisation des élections, réparation pour les victimes de Matthew et se préparer en vue de faire face aux nouvelles catastrophes naturelles. Comment faire face à ces grands défis? Quel est le programme présidentiel le mieux adapté pour un pays aussi ciblé que par les catastrophes naturelles et par la communauté internationale? De notre temps de parole accordé à tous les candidats de la République d'Haïti qui souhaitent visiter la France et venir sur notre chaîne H-Live, j'ai l'honneur d'accueillir ce soir pour vous un candidat à la présidence, un professeur, un ancien sénateur, un notaire. Il s'agit de M. Jean-Henri Séan. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à nos invités. Bonsoir, Maître Séan. Et également à tous ceux qui vous accompagnent. Nous allons bientôt faire connaissance avec eux. C'est un plaisir pour moi et pour toute l'équipe de H-Live de vous recevoir, Maître Séan. Bonsoir, Jedems. Bonsoir à tous les téléspectateurs de H-Live. Et moi, je peux dire, ce n'est pas qu'un plaisir, c'est aussi un signe de reconnaissance que je suis là. Je suis un Haïtien qui a été très supporté par la diaspora, dans mes études, par mes frères, par mes sœurs. Et cette diaspora qui nous a nourris et qui continue à approvisionner le pays, à alimenter le pays. Par reconnaissance, j'ai décidé moi-même de ne pas envoyer quelqu'un, un représentant. J'ai décidé d'être présent. Mais présent, comme nous travaillons en équipe, présent avec mon équipe de soutien, présent avec des hommes politiques d'une maturité recherchée, des jeunes qui sont des politiques, mais heureusement jeunes. Ce ne sont pas des jeunes qui font de la politique, ce sont des politiques qui sont, grâce à Dieu, très jeunes, qui sont autour de moi. Nous apprécions que vous êtes venu vous-même nous parler dans un contexte électoral très difficile et aussi un contexte de catastrophes naturelles qui sévit le pays depuis plus de mois à peu près. Alors, Monsieur Maître Séan, pouvez-vous, juste avant de démarrer avec ces sujets, ces questions aussi importantes, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre carrière politique et de votre engagement dans la société haïtienne? Bon, on me connaît surtout comme notaire. Et c'est une profession que j'exerce depuis une trentaine d'années. Mais on a oublié que j'étais un étudiant un peu bagarreur, un peu idéaliste, un étudiant qui s'était très tôt intégré dans la politique depuis les premières années de la faculté de droit. Et j'ai participé dans la lutte qui va amener au départ des Duvalier en 1986. Et le notariat est un métier, une profession de neutralité, m'a imposé certaines limites dans le champ politique. Et j'ai continué à faire de la politique, mais pas de la politique très active, de la politique pour le changement de mon pays, parce que j'y crois. Et comme ça, en 2008, on a décidé de donner une autre allure à la politique haïtienne qui était en train de s'enliser dans la tradition. Et comme ça, nous avons créé
une organisation sociopolitique, Aimer Haïti, qui avait comme premier but, premier objectif, de créer ce nouvel ancrage que nous avons créé en 1803 par la mise en commun des forces et des valeurs pour réaliser le drapeau. Et on a dit qu'il était temps que nous refassions, sur le modèle de 1803, que nous refassions la geste en essayant de mettre tous les Haïtiens ensemble. Et comme ça, nous avons, à travers Aimer Haïti, à l'Arcaillet, lancé le deuxième congrès. Et ce deuxième congrès va nous amener jusqu'en 2009 avec le lancement officiel de l'organisation. Et Aimer Haïti, qui voulait dire, c'était un acronyme qui voulait dire agir ici, maintenant, ensemble, pour reconstruire Haïti. Alors, et c'était déjà des paroles de prémonition. On ne savait pas qu'on allait avoir le 12 janvier qui allait marquer une rupture et qui nous projetait sur la scène politique parce qu'il y avait un déficit de leadership. C'est comme ça qu'on est déjà d'emblée dans des sujets politiques. Mais juste avant, vous faites des constats tous les jours sur Haïti. Alors, quel sentiment qui vous anime en ce moment? Oh, le sentiment, il est quand même mitigé parce que moi, je suis de ceux-là qui croient qu'on a encore un beau pays, de ceux-là qui croient qu'on a un pays avec beaucoup de potentiel. Et j'ai dit mitigé parce que aussi, j'ai fait le constat de ce déficit de leadership et de leader dans mon pays. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse avec son énergie qui est prête à assumer les charges. Et c'est pourquoi, dans toutes mes activités, dans toutes mes implications, je vais vers la jeunesse parce que je crois que l'avenir de ce pays, même le présent de ce pays, appartient à la jeunesse. Alors, vous n'avez pas une certaine appréhension d'être un homme politique malgré tous les désastres qui frappent Haïti? Mais bien sûr, je suis un homme politique. C'est pour cela que je suis mobilisé et j'ai mobilisé toutes mes troupes dans le secours, dans la situation post-ouragan. Et nous avons été les premiers à écrire à tous les candidats à la présidence parce que après le 4 octobre, nous avons nous-mêmes cru qu'il était bon que nous mettions un camp d'arrêt, un sursis à la question politique, à la question électoraliste pour embrasser la question du secours. Et nous nous sommes mis en mode secours. Et comme ça, nous avons écrit aux autres candidats à la présidence, nous leur avons demandé, tout le monde, d'arrêter la campagne, de nous asseoir autour d'une table pour offrir une autre opportunité au pays, pour faire une autre proposition au pays, en nous mettant, justement, à côté de ceux-là qui dirigeaient les autorités en place. Je suis de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la pérennisation de M. Privé au pouvoir après le 13 juin, mais au 4 octobre, il y avait une situation de fait et j'ai décidé de ramener tout le monde à une table de discussion avec les autorités en place, M. Privé y compris, le Premier ministre y compris, pour voir si les Haïtiens, avant même d'en appeler à l'aide internationale, avant d'en appeler aux étrangers, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas, bien sûr, en appelant la diaspora, qui est toujours là à notre secours, qui est toujours là pour apporter ce qu'il faut pour faire renaître Haïti, cette diaspora qui nous permet de continuer à vivre. Donc, on a été parmi les premiers. Et quand on ne nous a pas entendus, nous avons encore fait une proposition, fait 20 propositions à la nation et aux autorités, les 20 propositions qui devaient nous permettre de gérer la situation post-cyclone. Bon, jusqu'à présent, on ne nous écoute pas, mais nous continuons. Et c'est pour ça que nous sommes dans la diaspora, faisant maintenant notre petite traversée vers l'Allemagne, vers l'Espagne, vers l'Italie. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière étape en France. Nous avons eu le deuil, certainement, la mère de Roger Jean-Baptiste, notre frère, qui est morte. On est venu plus tôt en France, mais malheureusement, nous allons repartir bientôt le dimanche 23 pour rejoindre la troupe en Haïti et faire ce qu'il y a à faire par rapport à la situation qui se développe et par rapport aussi à la nouvelle date qu'on a proposée pour les élections le 20 novembre prochain. Alors, honnêtement, monsieur Maître Séan, vous étiez pour le report des élections ou pas? Bien sûr, bien sûr. Dans la situation où on était, on ne pouvait pas réaliser les élections le 9 octobre. Et pourquoi? Et c'était clair. Bon, d'ailleurs, il y avait 3 départements qui ne pouvaient pas aller aux urnes. Est-ce qu'on peut, dans le cadre des élections présidentielles, élections au suffrage universel, est-ce qu'on pouvait exclure
des départements. Nous avons passé tout notre temps à exclure les Haïtiens, à exclure les autres. Est-ce qu'on peut? Parce que nous, à Remé Haïti, nous combattons pour l'inclusion. Donc on était pour, dès le départ, nous avons été les premiers à demander le report des élections, et peut-être pas tel qu'on l'a fait, mais on a demandé le report des élections parce qu'il était impossible, après le 4 octobre, d'organiser les élections le 9 octobre. Alors, juste avant le report de ces élections, selon le calendrier de monsieur, alors j'allais dire monsieur Prévert, mais du Conseil électoral, il y avait eu déjà des élections qui ont été faites dans le pays. Et deux candidats étaient arrivés au deuxième tour. Il s'agissait de M. Jovenel Moïse ainsi que l'autre candidat, M. Jules Célestin. Merci beaucoup. Alors, quels étaient donc vos sentiments par rapport à ces résultats? Ma position? Oui, bon, c'est une question d'importance. Avant d'y répondre, je voudrais bien que vous présentiez mes deux collaborateurs qui sont là, qui m'ont accompagné dans ce périple et qui sont encore là avec moi. Ils sont ouverts, mais ils sont ouverts aussi. Ils sont verts et ouverts. Je présente Pascal. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir J-Dems, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de H-Live que j'ai regardé récemment. Je vous félicite pour le travail que vous accomplissez au sein de la communauté haïtienne et en France et particulièrement. Un plaisir et un honneur d'être des vôtres ce soir. Disposé, ouvert, comme vient de le dire Maître Océan, notre candidat, notre futur président en 2017, ouvert à vos questions pour que nos compatriotes vivant en France puissent avoir une idée de ce qui se passe en Haïti. Alors, est-ce que vous pouvez dire pour les téléspectateurs qu'est-ce que vous êtes réellement dans l'équipe de campagne de Maître Océan en Haïti? Je fais office de porte-parole, de même que Georges Schmy et notre grand frère Charlot, qui malheureusement n'est pas avec nous. Charlot Jacquelin Junior. Donc nous faisons office de porte-parole. D'accord. Eh ben, merci d'être là aujourd'hui dans l'équipe de campagne de Maître Océan. Nous avons aussi un autre grand gaillard. Bonsoir. Bonsoir J-Dems et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de H-Live. C'est un plaisir d'être ici en France et une partie de la diaspora haïtienne parce que la diaspora est éparpillée à travers le monde. On a été rencontrer ceux-là qui sont en Espagne, dans la communauté de Barcelone, maintenant on est en France. Donc ici on n'est pas là pour visiter ou pour faire touriste, on est là pour essayer de prendre le pouls de la diaspora par rapport à ce qu'elle pense de la société haïtienne et du même coup parler à cette diaspora, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, le seul capable de déclencher ce développement tant attendu, ce n'est pas le citoyen, ce n'est pas l'individu, mais ce qu'il porte, ce qu'il a comme idée, comme esprit. C'est ça qu'on doit adopter comme diaspora et c'est pourquoi on est venu nous-mêmes parler à cette diaspora. On n'a pas pris le risque d'envoyer quiconque. Le candidat Maître Jean-Lucien est présent accompagné de deux de ces trois mousquetaires parce que nous sommes les trois à prendre la parole depuis presque un mois et encore nous sommes ici en France à prendre la parole à côté de lui. C'est pourquoi le plaisir est beaucoup plus grand ce matin. Merci pour cette belle introduction. Mais est-ce qu'on peut, encore je vais vous poser la même question que j'ai posée à votre collègue, quel nom peut-on mettre sur votre fonction dans cette équipe de campagne? Mon frère Pascal vient de le dire, c'est Georges Jean-Baptiste, je suis aussi porte-parole. Nous sommes trois à prendre la parole au nom de Remé Haïti, au nom de Maître Jean-Lucien comme candidat à la présidence. Et c'est l'innovation, c'est ce qui prouve que Remé Haïti aujourd'hui, c'est un parti politique moderne et responsable, un parti politique qui croit, ce n'est pas une parole. On dit que le pilier, le socle sur lequel on doit construire cette Haïti doit être la jeunesse. Et on commence à montrer ça depuis la structure politique qu'elle met Haïti. Merci encore d'être là. Nous allons passer un très bon moment ensemble avec vous, chers téléspectateurs, ainsi que Maître Océan, candidat à la présidence, également de ces deux membres qui sont dans son équipe électorale. Je peux faire un ajout, J-Dems. Là, tu insistes sur le rôle dans la campagne de Maître Océan. Ils ne sont pas que des porte-parole pour la campagne.
Ils ne sont pas que des collaborateurs de Médecins, ce sont des membres à part entière de Remé Haïti et ce sont mes conseillers privilégiés aussi. Bon, ils sont très modestes en disant qu'ils ne sont que porte-parole. Ce sont mes conseillers privilégiés et ils m'ont permis de découvrir cette saveur qu'il y a dans cette jeunesse que nous ignorons. Et vous allez vous en rendre compte vous-même. Merci beaucoup. Nous observons une petite pause et on revient tout à l'heure avec Maître Séan, candidat à la présidence. En Haïti Transfert, voyez manger aller en Haïti à prix PI. Ils ont panier 29,99 € pour simplifier la vie. Abonnez au tout. Nous qu'à voyer manger aller à crédit tout. Haïti Transfert, mettez à l'aise. Gade qui joue Haïti Transfert fait mon danse en français. Ou qu'à jouer Haïti Transfert sur www.haititransfert.com ou qu'à aller dans 06 52 25 48 20. Nous sommes de retour juste après cette petite page de publicité. Nous sommes accompagnés de Maître Séan, candidat à la présidence, et également de Georges Mi, ainsi que Pascal, qui répondent à nos questions. Alors, juste avant la pause, nous avions posé une question à Maître Séan sur sa position par rapport à la première élection où M. Jovenel Moïse ainsi que M. Jules Célestin étaient arrivés au deuxième tour. Alors, Maître Séan, quel était donc votre sentiment face à cette élection qui a été organisée par M. Privert? M. Martelly. M. Martelly. Concernant M. Martelly, ce n'était pas que des sentiments. Il y avait des prises de position fermes. Et j'ai été le premier à dénoncer ces élections à Radio Quisqueya. Et la minute qui suivait la proclamation des résultats, j'ai appelé Radio Quisqueya et j'ai été le premier à m'insurger contre ces résultats. Et j'ai dit que les élections étaient truffées de fraude. Et là, on a pris des actions ensemble avec d'autres candidats. Nous avons formé le groupe des 8. Et c'est ce groupe des 8, dès le 3 novembre, qui a sorti son premier communiqué. Et ce communiqué nous a amenés pendant 8 mois dans un combat contre le deuxième tour des élections. Et il y a les autres candidats, eux tous étaient d'accord. Et ensemble, nous avons contré ce gouvernement et on n'a pas laissé passer ces élections frauduleuses. Ils ont été obligés de revenir et de reprendre des élections. C'est l'une des premières fois que cela s'est produit dans le monde entier. Alors, c'était pour vous une victoire? Ah bien sûr, c'était la victoire du peuple haïtien. Ce n'était pas notre victoire. On était là, on était les guides, mais c'est le peuple qui était dans les rues. On était des fois dans les rues avec ce peuple. La population horripilée ne voulait pas accepter non plus ces résultats. Des manifestations se multipliaient, plusieurs groupes, et en fin de compte, on a eu raison, et c'est comme ça. Et on a dû reprendre les élections au bout de ce qui s'est passé. C'était passé le 7 février et le 14 février où on a remis le pouvoir à M. Privert avec un nouveau CEP et on a décidé de reprendre les élections, ce qui va aboutir à la date du 9 octobre, qui ne sera peut-être malheureusement pas respectée à cause de l'ouragan. Aujourd'hui, nous allons avoir le premier tour le 20 novembre. Ce n'était pas une affaire simple, parce que derrière ces candidats, il y avait toute la communauté internationale, comme vous le savez. C'est la première fois qu'on a mis en échec toute la communauté internationale et la camarilla de ce secteur privé aussi, qui voulait absolument nous faire avaler la pilule. Et encore une fois, Haïti a dit non. Le peuple s'est élevé et comme un seul homme, nous avons maté cette affaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans le processus électoral avec le 20 novembre comme date butoir pour le premier tour. Ça vous n'avez pas fait peur de voir que l'international a voulu donc vous tourner le dos pour ne pas financer les autres élections dans le pays? Bon, moi, et ça a toujours été mon rêve, que l'international ne finance pas les élections. Les élections, c'est un attribut de la souveraineté nationale. Il n'est pas normal que les élections d'un pays soient financées par des étrangers. Nous avons fait l'effort et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans grand-peine, on a pu
quand même nous débrouiller et ça marche mieux. Il est vrai que l'international s'est arrangé pour réintégrer le processus parce qu'ils étaient partis, mais aujourd'hui je vois qu'ils sont les premiers à défendre les élections, à demander les élections. Bon, c'est pas mal. Et on va continuer comme ça. Et moi, je suis pour que les élections haïtiennes soient réalisées par les Haïtiens, avec l'argent des Haïtiens, avec les taxes payées par les Haïtiens. C'est pas normal que nous ayons une communauté internationale à financer nos élections. Donc, par voie de conséquence, qui finance Comad, a aussi désigné celui qui doit être le président d'Haïti. Et aujourd'hui, on peut espérer avoir des élections avec un CEP un peu plus objectif et avec des résultats qui reflèteraient beaucoup plus les démarches du peuple haïtien vers les urnes. Je ne vais pas donner de chèque en blanc, certainement, mais je peux dire que jusqu'à présent, ça marche pas mal. Mais certaines personnes estiment que le président provisoire n'a pas de légitimité pour organiser les élections puisqu'il était donc mis au pouvoir pour 120 jours. 120 jours. Ouais. Et il arrive que M. Privert il se pérennise au pouvoir. Se pérennise bon. au pouvoir. Alors, bon, moi, je suis parmi ceux-là qui ont le premier demandé à M. Privert de partir. Oui, j'ai demandé à M. Privert, même dans le groupe des 8, j'ai été le seul candidat à être tranchant sur la question. La parole, c'est la parole. Et le M. Privert s'était engagé pour réaliser les élections en 90 jours, oui, parce qu'il devait remettre le pouvoir le 14 mai. Il ne l'a pas fait. Il a eu une rallonge jusqu'au 14 juin et il est resté jusqu'au 14 juin et il n'a pas réalisé ce qu'il avait promis. Donc il était question que lui, il remette le pouvoir. Parce que moi, dès le départ, je n'étais pas pour qu'on remette le pouvoir à un homme politique de la trempe de M. Privert, qui est issu du Parlement, le Parlement étant un organe politique. Le Parlement est un organe politique et un organe de parti pris aussi. Et on a vu M. Privert, une fois monté au pouvoir, il faisait l'affaire des parlementaires et l'affaire aussi de sa famille politique. Donc, la fin a justifié les moyens. Bon, moi, pendant tout le temps, je combattais M. Privert jusqu'au 4 octobre, où on se trouvait en face d'un état de fait, et cet état de fait a un peu mitigé ma position, qui est devenue une position de politique responsable, d'homme d'État, en me disant que nous devons tous nous réunir autour de M. Privert, parce que c'est lui qui mène la barque, c'est le gouvernement qui est en place. Devant cette catastrophe naturelle, on ne pouvait pas continuer à demander son départ et risquer de jeter le pays dans la débâcle. Donc, je reconnais toujours que M. Privert n'a pas de légitimité et à partir des dispositions légales, des dispositions constitutionnelles et même de l'accord qu'il avait signé, mais je peux dire quelque part que la situation où nous sommes aujourd'hui a un peu légitimé sa position parce que justement, il est peut-être très difficile d'installer quelqu'un d'autre au pouvoir pour le moment. Alors, Maître Séan, vous êtes potentiellement futur président de la République d'Haïti. Reconnaissez-vous le pouvoir de la Cour de cassation? Oui. Alors, là encore, je dois dire que moi-même, je me renferme dans les dispositions constitutionnelles de la Constitution de 1987. Parce que, à mon sens, et c'est encore un autre combat que j'ai mené, la Constitution n'a jamais été amendée. La Constitution n'a jamais été régulièrement amendée. Nous avons une Constitution amendée qui a été posée, mais nous avons une Constitution qui est régulière, c'est la Constitution de 87. Et dans cette Constitution de 87, le pouvoir devrait être remis à la Cour de cassation. Et ça se justifie par la neutralité des juges. Il est une vérité de la palisse, il est de coutume que la Cour de cassation, justement, et vous avez vu, les deux fois où nous avons eu les bonnes élections, elles ont été réalisées par la Cour de cassation, par des juges à la Cour de cassation, d'une part. Et le juge, c'est celui qui se met au milieu, c'est celui qui ne prend pas parti, c'est celui qui n'exprime pas une prise de position en faveur d'un groupe ou d'un autre. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours voulu que le pouvoir échappe à la Cour de cassation. Alors, avez-vous eu une idée de cette note publiée par la Cour de cassation qui réclame
le départ, la démission de M. Privert? Bon, oui, j'ai lu la note et je peux dire que quelque part, je suis d'accord avec le principe, mais je suis un homme réaliste. Il est difficile à la Cour de cassation aujourd'hui de prendre le pouvoir. Et parce que prendre le pouvoir aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire mener un combat. Et est-ce qu'il est possible, avec l'ouragan qu'on a eu... Vous auriez été d'accord? Moi, je suis toujours pour la Cour de cassation. Mais je suis réaliste, je vous dis, là, je ne peux pas demander à la Cour de cassation de prendre le pouvoir parce que dans cette situation de débâcle où nous sommes, naturel, de débâcle naturel où nous sommes, il y a un gouvernement en place, on doit faire la route avec ce gouvernement en place. Mais en situation normale, c'est la Cour de cassation. C'est pourquoi je dis que mes positions sont un peu mitigées. Je ne suis pas d'accord avec M. Privert, qui n'a pas respecté son mot. Et je le lui dis à tout moment. Moi-même, vous allez me voir toujours contre ceux-là qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne respectent pas leur signature. Cependant, là où nous sommes, avec cette situation, il est difficile. Alors, je vais revenir, excusez-moi de vous couper la parole, Maître Séan. Vous pensez réellement que M. Privert aurait pu organiser des élections dans les 90 jours? Certainement. Certainement. Donnez-moi les exemples. Non, mais écoutez, il y avait la Cour... M. Privert aurait dû, dès son arrivée, ne pas attendre un Premier ministre, ne pas attendre un gouvernement et nommer cette commission qui devait faire la vérification. Ça aurait dû être la première démarche. S'il avait fait cette première démarche, eh bien, on aurait eu tout de suite le conseil électoral et dans 90 jours. Et le budget, il doit trouver où? Écoutez, on trouvera toujours l'argent. Quand il faut réaliser des prouesses nationales, on finira par trouver l'argent. Les étrangers n'ont pas été d'accord parce qu'ils voulaient eux-mêmes imposer un poulain. Eh bien, on a dit qu'on allait faire. On a fait. Alors, si je comprends bien pour l'argent, l'argent ne doit pas être un problème quand il s'agit de prendre des dispositions qui répondent aux desiderata du peuple. Alors, si je comprends bien la réponse, Maître Séan, dans la forme, la note de la Cour de cassation, elle est bonne pour vous, mais dans la pratique, ce n'était pas nécessaire. Pour moi, elle n'est peut-être pas réaliste. Elle traduit peut-être un combat d'arrière-garde. Peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils ont en main. Parce que quand vous prenez des dispositions en matière politique, vous devez avoir les moyens de votre politique. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont en main. Mais moi, je dis que cette Cour aurait dû se manifester plus tôt. Et moi, j'étais à côté d'eux. J'étais à côté d'eux pour qu'ils se manifestent et qu'ils réfutent le pouvoir à un homme issu du pouvoir législatif, d'une part. Mais maintenant, à l'échéance des 90 jours, des 120 jours de M. Privert, la Cour aurait dû réclamer le pouvoir. C'est pour moi, et ce combat a une petite odeur de combat d'arrière-garde. On va laisser Privert un petit peu au calme. On va plutôt parler de la situation actuelle d'Haïti, sévie par des catastrophes naturelles. Le cyclone Matthew a tout cassé, tout brisé, et surtout la ville d'Ekaï a été frappée de plein fouet, la ville de Jérémie et j'en passe. Alors, quels sont vos sentiments à toute cette population qui souffre en ce moment, Maître Séan? Et si jamais vous devenez président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour ce pays? Bon, d'abord, j'ai été parmi les premiers, si ce n'est le premier homme politique, candidat, à me rendre sur les lieux. Pas avec des kits en main, pas avec de quoi servir le peuple, parce que dans l'état économique où nous nous étions trouvés dans ce processus électoral budgétivore, donc il n'était pas possible de servir toute la population. On a fait des efforts, on a été voir. Vous avez été sur place? On a été sur place tout de suite. Et dans les deux départements, on a vu l'étendue des dégâts. Et on veut faire passer que les villes qui ont subi le plus, c'est la ville d'Ekaï et la ville de Jérémie. C'est pas vrai. Et il y a toute la côte sud de Tiburon. Et si vous prenez les Tiburons et la zone de Port-Salut, et donc tout ça, il y a eu vraiment beaucoup de dégâts dans la côte sud, et beaucoup plus que dans la ville d'Ekaï. La ville d'Ekaï a été vraiment touchée aussi. Tout comme dans le sud, Abricot et Dame-Marie et les Irois ont été beaucoup plus touchés que Jérémie. Mais on parle de ces deux villes. Alors, il y a eu vraiment des dégâts. Urgence. Il y a une situation
d'urgence. Et le gouvernement, vous avez vu, ne veut pas décréter l'état d'urgence. Donc si je comprends très bien, les aides étaient très importantes pour les sinistrés qui ont été frappés par... Certainement. Y compris les aides de la République dominicaine. Mais bien sûr, la République dominicaine est un pays voisin. La République dominicaine en difficulté, Haïti peut lui donner de l'aide. Tout comme nous pouvons recevoir de l'aide de la République dominicaine. Mais Vous êtes pour que la République dominicaine vienne en aide à Haïti? Mais certainement tous les pays, c'est l'entraide. Et d'autant que la République dominicaine est notre voisin, c'est le premier pays à nous apporter de l'aide. Si nous sommes en difficulté, le problème, c'est la manière de servir l'aide. Le problème, c'est la manière de recevoir l'aide. Le problème, c'est cette tâche qu'il y a dans nos histoires communes. Le problème, c'est la gestion de ce contentieux historique par rapport à l'aide qu'on nous apporte. La manière dont ça a été fait a été vraiment mauvais et catastrophique. Faire défiler 500 véhicules dominicains avec de l'aide, moi je dis c'est de l'humiliation. On aurait pu mettre tout ça dans ce bateau et le transporter. On aurait pu faire autrement. Mais le faire comme on l'a fait là, moi je suis d'accord avec ceux-là qui disent que ça ne devrait pas se faire ainsi avec des militaires, mais je ne suis pas d'accord avec des gens qui disent qu'on devrait, ex-cathedra, réfuter l'aide dominicaine. La Dominicanie et Haïti sont des pays voisins. On doit trouver les moyens d'harmoniser nos rapports. Pensez-vous qu'en faisant venir les aides de la République dominicaine avec des soldats bien armés sur le sol d'Haïti, pensez-vous que la souveraineté haïtienne a été bafouée? Pascal, tu veux... En parlant de souveraineté, nous pensons clairement et sincèrement que le premier devoir qui nous incombe à nous, Haïtiens, c'est de travailler pour le recouvrement de notre souveraineté économique. Si économiquement, nous œuvrons pour que nous ayons une stature beaucoup plus imposante comme État, qui peut s'autofinancer, qui peut concevoir un plan de développement et l'implémenter pour le bien-être de la population en général, à ce moment, le problème de rapport horizontal entre Haïti et la République dominicaine, le problème de rapport horizontal qui doit avoir lieu entre Haïti et n'importe quel autre État du monde, ça ne tiendra plus la route. Parce qu'à ce moment, nous serons souverains, parce qu'économiquement, d'abord, nous aurons pris le temps qu'il faut pour redresser la barre. Autrement dit, nous n'allons pas sombrer dans un chauvinisme dépassé aujourd'hui pour dire que bon, la République dominicaine est ci, la République dominicaine est ça, mais nous devons prendre notre responsabilité, assumer notre responsabilité d'abord comme État responsable. Et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons dans ce processus électoral pour responsabiliser l'État haïtien avant tout, pour apporter un nouveau souffle de modernité à la pratique politique au sein de l'administration publique, de telle sorte que, après ces 7 prochaines années, eh bien, tout le monde pourra se rendre compte, avec notre équipe, il y a toute une autre démarche de modernité qui est empreinte justement dans la façon de gérer la chose publique, quoi. Merci, merci Pascal. Mais Georges Schmy, qui est aussi dans cette grande équipe dynamique, Georges Schmy, pensez-vous également qu'on ne peut pas réellement parler de souveraineté lorsqu'il y a des catastrophes naturelles? Bon, la question de la souveraineté, c'est pas la volonté de quiconque. Parce que ça fait couler beaucoup d'encre en ces jours-ci. Certainement. Mais Jaden, permettez-moi de vous dire et de dire aussi à tous les téléspectateurs, en Haïti, tout ce qui est délicat, tous les dossiers d'État sensibles, on fait de la démagogie avec parce qu'on refuse de poser les vrais problèmes. Pascal vient de le dire. Aujourd'hui, nous-mêmes au niveau de Remè Haïti, médecin vient de le dire, Haïti doit être ouverte à n'importe quelle coopération internationale. Cependant, il y a une façon de faire. Cependant, quand on parle de soldats dominicains, mais il y a des soldats jamaïcains, il y a des soldats américains, il y a de la MINUSTAH. Si on veut poser un problème de militaire, il faut le poser une fois pour toutes. Il faut le poser une fois pour toutes. Et nous-mêmes, comme structure politique, on n'est pas en train de réfléchir pour écrire, vous dire, monsieur les Dominicains, et partez, et vous n'êtes pas autorisé à fouler le sol. Oui, on sait qu'il y a des contentieux historiques. On sait qu'il y a des sensibilités entre la République dominicaine et la République d'Haïti qui demandent d'être abordées avec beaucoup de précautions et beaucoup de tact. De délicatesse. Cependant, aujourd'hui, la vraie priorité serait comment profiter de cette
opportunité qui est la catastrophe pour dire jamais, plus jamais, il faut être capable de donner à manger à ce peuple. Il faut être capable de donner les médicaments à ce peuple. Il faut être capable de mettre au travail notre police. Il faut être capable de mettre en place, de créer notre armée pour enfin ne pas rentrer dans une démagogie. Vous êtes pour l'armée. Sans fin. Vous êtes pour l'armée. Mais quand même. La Constitution le reconnaît d'abord. Qui est en train d'appliquer la Constitution. Nous sommes pour la Constitution et la Constitution est pour l'armée. Donc, au moins, on prendra des décisions à donner des solutions durables qui vont sur le long terme. C'est ça notre position. Merci Georges Schmy. Maître Séan, je reviens vers vous. Donc, pour vous, la Constitution amendée, ça n'a pas été un cas réel pour votre parti. Bon, non, nous sommes quand même réalistes. Nous sommes sous le joug de cette Constitution, dite amendée. Mais les démarches qui ont abouti à l'amendement de cette Constitution ont été irrégulières et inconstitutionnelles. Il se trouve que cette Constitution qui a chambardé un peu le pouvoir transitoire, aujourd'hui, cette Constitution qui a été, je peux dire, travestie. Et les manœuvres ont été réalisées justement par M. Jocelyn Brivert et le Premier ministre actuel, Enaï Jean-Charles. Nous reconnaissons, nous allons aborder d'autres sujets dans notre petit débat du soir sur votre chaîne de télévision H-Live. Nous reconnaissons en ce moment que les défis majeurs d'Haïti sont les cyclones, les catastrophes naturelles. Alors, si vous êtes élu bientôt président d'Haïti, qu'est-ce que vous comptez faire avec votre gouvernement pour pouvoir empêcher et prévoir des choses à faire pour venir en aide à cette population? Alors, je dirais autrement, si vous êtes élu président, alors quel type, comment comptez-vous aborder la période post-cyclonique? Bon, d'abord, il faut aborder la période pré-cyclonique. Il faut d'abord faire la prévention. C'est ça le problème. Tu vois, quand on réagit après les cyclones, on fait du n'importe quoi. Un cyclone, c'est une situation qui peut arriver à n'importe quel moment. Il faut que les gouvernements, les gouvernants, les dirigeants soient prêts à assumer leurs responsabilités après. Mais pour assumer... Ce n'est pas le cas avec l'hiver. Mais rien n'a été prévu. Nous sommes allés encore à Jérémie 8 jours après. Rien n'était prévu. Il n'y avait même pas un bulldozer dans les rues. Il n'y avait rien. C'est les gens qui, à bras le corps, levaient les détritus. Mais toutes les rues étaient jonchées de fatras, de détritus, de piles de sable. Mais il n'y avait pas... L'État était totalement absent. À notre départ d'Haïti, l'État était encore absent. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses se dire, on entend parler de l'aide, des millions et des millions de dollars. Mais que faisons-nous pour permettre à ceux-là qui ne boivent, qui ne trouvent pas de l'eau à boire? Que faisons-nous pour ceux-là qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils n'ont pas de toiture pour leur maison? Que faisons-nous pour ceux-là qui n'ont pas d'électricité, pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école? Donc aujourd'hui, la situation est très très grave. Mais pour que nous ne soyons plus dans cette situation, comme l'a dit Pascal et comme l'a dit aussi Georges Schmy, il faut faire les préventions qu'il faut. Il faut des dispositions pour la protection civile. Il faut engager les collectivités territoriales. Il faut un État qui ait des dépôts. Il faut les magasins d'État. Il faut pouvoir répondre aux urgences. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui un autre leadership à ce pays. Il faut un autre leadership avec cette jeunesse qui comprend mieux la politique haïtienne, qui comprend mieux les urgences, qui comprend mieux les problèmes que ceux-là qui nous ont traditionnellement traînés dans cette situation après 30 ans de pouvoir. Ils sont légion comme candidats, là, sur la scène. Ils sont là, ceux-là qui étaient là depuis 30 ans. Nous disons, le peuple ne peut pas voter ceux-là qui étaient là depuis 30 ans, parce qu'Haïti ne devrait pas être dans cette situation. 30 ans de Duvalier, 30 ans de dictature, ensuite 30 ans d'anarchie. Aujourd'hui, nous voulons 30 ans de travail, 30 ans de réflexion, 30 ans d'un pays qui fonctionne bien, 30 ans d'amour entre nous, 30 ans d'union, 30 ans d'inclusion, 30 ans pour un nouveau pays inscrit dans la modernité. Il faut dire aussi, Maître Séan, 30 ans d'un budget déficitaire dans ce pays. Alors, est-ce que vous avez un plan pour pouvoir contrecarrer ce système économique? Il faut mettre du travail. Il faut aussi élargir l'assiette fiscale sans harceler les gens. Il faut aussi
travailler avec le secteur privé. Il faut amener l'investissement. Et pour cela, il faut la stabilité politique. Il faut la stabilité politique pour déboucher sur maintenant une nouvelle approche, un nouvel appel aux gens qui peuvent investir. Nous avons un pays avec beaucoup de potentialités. Nous avons un pays avec beaucoup de bras qui veulent travailler. Haïti est encore vierge. Haïti est encore saine, je peux dire. Nous pouvons mettre ce pays au travail. Pour cela, il faut surtout de nouveaux leaders, un nouveau leadership, d'autres gens qui n'ont pas été des participants à ces 30 ans d'anarchie, à ces 30 ans, nous ont traînés dans cette situation. Ces 5 dernières années, Maître Séan, nous constatons qu'il y a une fuite de cerveau vers le Chili, vers le Brésil, la République dominicaine, et j'en passe. Mais comment comptez-vous faire rester ces jeunes au sein de la nation? Oui. Alors, Georges-Mi, tu veux répondre à cette question? Je veux répondre parce qu'il faut dire que statistiquement, le département et l'Artibonite, où je suis né, où je vis encore, c'est le département qui est victime de beaucoup plus, où les jeunes laissent en majorité. La majorité des jeunes qui laissent le pays proviennent du département. Ont-ils raison ou pas? Certainement, ils cherchent du travail. Ils cherchent du travail. Demandez à un jeune qui laisse Port-au-Prince pour aller au Chili, il ne veut pas voir les routes, l'électricité, il cherche du boulot. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50% cette jeunesse-là à chercher du travail. Et c'est pourquoi, dans Haïti, M. Jean Rissin comme leader, on l'appelle couramment en Haïti président de job là ou bien président de travail là, parce qu'on va mettre ce pays au travail. Qu'il s'agit de travail pour des gens qui n'ont pas de licence, pour des gens qui n'ont pas de diplôme, qu'il s'agit de travail pour des main-d'œuvre, il faut créer du travail. C'est pourquoi nous-mêmes dans Haïti, on dit, pour donner le signal qu'on va mettre le pays en chantier, on va créer dans les 100 premiers jours 100 000 jobs pour 100 000 jeunes. Et c'est le dada de Pascal, tu veux en parler, Pascal? Oui, mais bien avant d'arriver dans les 100 000 jobs, il y a une loi économique relativement simple, mais j'ai personnellement l'impression que cette loi à elle seule peut résumer presque toutes les grandes théories économiques. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les jeunes qui partent, ils sont justement en situation d'avoir une certaine demande de travail. Mais malheureusement, à l'interne, il n'y a pas l'offre de travail. Donc, s'ils trouvent l'offre au Brésil, ils s'en vont au Brésil, au Chili et j'en passe. Mais maintenant, nous disons comment créer cette offre en Haïti même, de telle sorte que ces jeunes n'aient plus à laisser le pays pour aller risquer leur vie ailleurs. 100 000 jobs dans les 100 premiers jours. D'abord, la population active haïtienne s'estime en plusieurs millions. Donc, parler de 100 000, c'est bien un minimum. Et comme Georges-Mi l'a dit tout à l'heure, c'est le premier signal que nous allons envoyer. Selon plusieurs rapports, plusieurs études, notamment de la Banque mondiale, sur la frontière haïtiano-dominicaine, annuellement, l'État accuse un déficit de 500 à 600 millions de dollars américains. Et c'est la contrebande qui empêche justement à l'État d'avoir cet argent en main pour planifier le développement du pays. Nous disons que tout au long de la frontière, si nous parvenons à raison de 8 heures par contingent, si nous parvenons à déployer 15 000 jeunes chaque 8 heures sur la frontière, au bout de 24 heures, ça fait exactement quoi, les jeunes pour la surveillance frontalière, la vigilance. Pour la vigilance frontalière, pour le contrôle qu'il faut de la part de l'État pour empêcher cette fuite de capital. C'est pas le rôle de l'armée. Eh bien, nous n'avons pas. Je peux vous dire que nous n'avons pas une armée, vous le savez aussi bien que moi, et pourquoi pas? Pourquoi ne pas concevoir cette structure comme, qui sait, une préfiguration de l'armée à mettre en place ultérieurement. Donc 45 000 jeunes au niveau de la frontière, 45 000 jeunes au niveau de l'environnement. Et parlant de l'environnement, vous allez voir rapidement la gestion des bassins versants, le reboisement, tout un ensemble de problèmes que Cyclone Mathieu a mis à nu récemment. Donc l'environnement est vraiment une urgence. Et nous disons d'une pierre deux coups. Les problèmes environnementaux, nous allons justement les traiter, les attaquer de plein fouet. Mais deuxièmement, cette population, cette vaillante jeunesse qui n'attend que d'être remis au travail, aura également la chance de travailler. Et les 10 000 restants,
au niveau de l'alphabétisation, au niveau de l'appui technique aux collectivités territoriales. Comment accepter, mon cher ami, toi qui vis en Europe, qu'une bonne partie de la population haïtienne aujourd'hui encore ne peut ni lire ni écrire? Comment, un responsable que nous sommes, accepter cet état de fait sans réagir? Donc nous disons que les 100 premiers jours seront l'occasion pour nous autres, non seulement de récupérer une bonne partie de cet argent qu'on perd annuellement, mais aussi d'identifier dans le budget régulier de l'État d'autres postes budgétaires qui sont affectés à ces genres d'intervention pour utiliser rationnellement les ressources dont nous disposons déjà pour mettre la population au travail. Et je crois que ce faisant, nous aurons permis à cette jeunesse d'avoir confiance, d'espérer, de regarder l'avenir avec beaucoup plus de conviction, avec la certitude qu'Haïti peut changer, mais qu'elle n'a besoin que du concours de chacun de ses fils, de chacune de ses filles. Alors il a fait signe que l'émission est finie. Nous ne parlons pas d'un petit créole, c'est grave, ça. Il a fait signe que l'émission est finie, c'est vrai, mais Guillaume va pour nous dire, pour compléter ça, Georges Schmitt avec Pascal Sodi, nous besoin un pays, côté que nous gagnons des leaders qui pourraient comprendre, il faut mettre l'ordre dans le pays. Il faut mettre l'ordre. Il faut faire ça, nous gagnons là, fonctionner. Parce que ça ne va pas prendre temps pour faire investissement. Ça ne va pas prendre temps pour faire monde gagner confiance. Parce qu'on connaît l'argent. L'argent capon. L'argent peu problème. Depuis qu'on a un problème dans le pays, l'argent va venir. Si nous bien comprenons, dans 100 premiers jours, on a fini le président, qui ça va faire même pour montrer que jeunes, ils n'ont pas besoin d'aller au Chili, ils n'ont pas besoin d'aller au Brésil encore, ils n'ont pas besoin de faire route pour aller en République dominicaine. Qui ça va faire même concrètement? Non, mais Pascal Soti, clair, dans 100 premiers jours, on a mis 100 000 jeunes au travail, en 100 000 jobs. Maintenant, nous dit clairement, ça c'est la première action qu'on a posée dans 100 premiers jours. Deuxième action, c'est arriver établir un rapport étroit avec les autres groupes politiques, avec tous les politiques, tous les candidats, tous les partis politiques. Mettez-nous chita ensemble pour nous voir qui nous capables de mener le pays avec une stabilité politique. Et troisièmement, c'est gros moment question, la grande convocation, la grande conférence de la diaspora haïtienne pour qu'ensemble nous définissions qui pays nous besoin, qui côté nous aller. D'abord, le droit de vote pour la diaspora. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander juste avant de vous laisser partir, puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission. Alors, qui au rôle, nous-mêmes qui fait partie de la diaspora haïtienne, n'a bien pour nous jouer en d'un pays si ou élu président bientôt en Haïti? Bon, je vais répondre. Comme monsieur va répondre. Le rôle diaspora, c'est le rôle tout haïtien à jouer. Même clair sur ça, diaspora fait pour gagner même droit à tout haïtien dans le pays. Pas de gagner aucun élément d'exclusion. Diaspora pas voter? Premier bagage. Et me dit, et c'est une reproche que me fait la Constitution tout passé. Que monsieur fait un amendement de la Constitution, il y a diaspora en bas en main, puis il retire dans l'autre main. Est-ce que la diaspora haïtienne doit aussi gagner travail? Non, mais même aller plus loin. Moi, je dis, tout ça en haïtien, qui vivent dans le pays à fait, diaspora, gain doit faire même gens. Il faut que nous ne pas oublier. Je dis, si Haïti continue à vivre, c'est diaspora. Je dis 2 milliards. Même pour des postes dans votre cabinet ministériel? Bien sûr, ministre, premier ministre et tout. Président de la République, pourquoi pas? La seule chose, si on est venu, diaspora fait pour le capable ministre, il faut le cas président, il faut le cas premier ministre, remplir tout rôle. Il n'y a aucun problème. On est qui accepte de assumer un poste à ce niveau, et bien, si on a l'autre nationalité, on ne peut pas mettre tous les deux ensemble. Pour ça? Parce qu'on est capable de vivre dans une situation côté conflit. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Transparence qui se passe sur la chaîne H-Live, présentée par Pradel Saint-Fleur. Exceptionnellement, il était absent et cette émission a été présentée par votre serviteur, Edouard Franklin Gedems. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une autre rubrique. Bye bye.